Tout être vivant est un malade qui s'ignore. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parole au médecin. Parole au médecin, une émission que vous avez souvent l'habitude de suivre sur votre chaîne CSS Télévision. Nous parlons de questions de santé sous toutes ses formes. Et ce soir, nous allons parler de la drépanocytose. On a toujours l'habitude d'appeler anémie SS. Je ne suis pas seule. Je vous ai dit que chaque fois, je reçois des spécialistes. C'est avec elle, une spécialiste, qui est le docteur Agnès Ntumba, qui est médecin traitant à la maternité de Kintambo. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je me porte bien. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Alors, docteur, nous parlons ce soir de la drépanocytose, qu'on a souvent l'habitude d'appeler anémie SS. Oui. Alors, c'est quoi cette drépanocytose? En fait, la drépanocytose, c'est une anomalie du globule rouge, une anomalie de l'hémoglobine. C'est une pathologie génétique transmise par les parents à leurs enfants. Elle est héréditaire et, comme je l'ai dit, c'est une maladie du sang. Donc, on est avec, on grandit avec. Ce n'est pas une maladie contagieuse, mais c'est une maladie génétique qui se transmet de parents à enfants. Elle est autosomique et récessive, ça veut dire qu'elle ne se transmet pas par les chromosomes sexuels, mais elle se transmet par les chromosomes somatiques. Et elle n'est pas dominante, c'est-à-dire un parent peut le transmettre. Il faut, pour que l'enfant ait cette maladie, les deux parents doivent être atteints. D'accord. Oui, il faut que le parent soit AS pour avoir un SS. Ou alors SSSS pour avoir un SS aussi. Alors, docteur, tout ce que vous dites là, AS, on ne comprend pas. Nous, on est des profanes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de quelqu'un qui est AS et l'autre est SS, l'autre est AA, l'autre O, on ne sait pas. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Il faut faire la différence entre les groupes sanguins et l'hémoglobine. Voilà. Le groupe sanguin, ça, ce sont des antigènes que l'on trouve à la surface du globule rouge. D'accord. Mais l'hémoglobine, si nous parlons de la drépanocytose, c'est une maladie de l'hémoglobine. C'est à l'intérieur même du globule rouge. Okay. Mais le groupe sanguin et l'hémoglobine concernent tous le globule rouge. Les antigènes au niveau du globule rouge, ça concerne le globule rouge. L'hémoglobine est à l'intérieur du globule rouge. C'est toujours une maladie sanguine, c'est toujours en rapport avec le sang. Mais seulement, les groupes sanguins, ce n'est pas une maladie, mais c'est une identité. On peut te reconnaître à travers ton identité. Donc, c'est comme une carte d'identité du sang. Elle est située à la surface du globule rouge. Alors, comment... Mais par rapport à la drépanocytose, ça, c'est une pathologie de l'hémoglobine. L'hémoglobine est anormale. Et il se déforme, il déforme le globule rouge. Et c'est pourquoi on parle de drépanocytose AS, drépanocytose S, en rapport avec le fait qu'on a affaire à une hémoglobine normale, c'est l'hémoglobine A, c'est pourquoi on parle de l'hémoglobine A, ou alors en rapport avec l'hémoglobine S, qui est une hémoglobine normale, anormale, où la protéine qui est à l'intérieur du globule rouge, à l'intérieur de l'hémoglobine, n'a pas été constituée de manière normale. Oui. D'accord. Alors, comment reconnaître que vous êtes AS ou SS ou AA? On fait comment pour savoir tout ça? Pour le savoir, il y a des tests qu'on fait, tels que l'électrophorèse de l'hémoglobine. Ce sont des tests qui permettent d'évaluer, de voir le type d'hémoglobine que vous avez. Est-ce que c'est tout le monde qui a le A, qui a le S? Oui, l'hémoglobine A, en fait, c'est l'hémoglobine normale. C'est l'hémoglobine normale, une personne normale. À la naissance, tu as d'abord l'hémoglobine fœtale, mais dans le sang de ta mère, tu as l'hémoglobine fœtale. Mais quand tu viens au monde, cette hémoglobine fœtale se régresse pour laisser place à l'hémoglobine A. C'est l'hémoglobine de tout le monde. De tout le monde, Nous tous, nous avons ça. Donc, comme je suis là, oui, tu as l'hémoglobine A. C'est l'hémoglobine normale, une personne normale. Mais quand est-ce qu'on a l'hémoglobine S? C'est lorsque... au sein même de l'hémoglobine, dans la structure de l'hémoglobine, nous avons des protéines. Nous avons une protéine qu'on appelle la protéine globine. Alors, cette protéine, elle est de deux types, en général. Et on a la globine alpha, la globine bêta. Mais maintenant, au niveau de la chaîne bêta, au niveau de la protéine bêta, nous avons la protéine est composée des acides aminés. Donc, ce sont des petits acides aminés qui vont former la protéine. D'accord. Alors, avec l'hémoglobine S, au niveau d'une protéine qu'on appelle la glutamine. Cette glutamine est remplacée par la valine dans la position 6 de
de la protéine globine bêta. Et c'est ce qui fait que cette hémoglobine va déformer la forme du globule rouge et donner l'hémoglobine S, l'hémoglobine falciforme, qui se déforme facilement et qui devient rigide et qui obstrue les vaisseaux. Ok, très bien, docteur. Alors, lorsqu'on a l'hémoglobine, comme vous dites là, AS, c'est-à-dire que vous venez de dire ici que c'est héréditaire. C'est héréditaire. Vous avez pris ça chez un parent. Chez un parent. Et comme au niveau de l'hérédité, nous prenons l'hérédité du père, l'hérédité de la mère. De la mère, ok. Oui. Nous avons 20 des chromosomes, 2 paires de chromosomes. Une paire vient du papa, une paire vient de la mère. Alors, quand on parle d'hémoglobine AS, c'est que tu as et l'hémoglobine normale en partie et l'hémoglobine S en partie. Mais si vous avez SS, si tu es SS, c'est que ce sont tes 2 parents qui t'ont donné ce SS. Donc, quand on dit AS, ça veut dire il y a une partie qui est normale, que vous avez héritée. L'autre chaîne vient d'un parent qui est malade. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont les personnes à risque, docteur? Les personnes à risque, ce sont les personnes qui ont eu... qui ont des parents qui sont déjà SS ou AS. Ok. Oui. Alors, le cause de ces drépanocytoses, de cette maladie? C'est une mutation. Ok. Une mutation au niveau génétique. Donc, ça se passe au niveau des gènes. Ce n'est pas, la cause comme telle n'est pas connue, mais c'est un constat. On a constaté qu'il y a cette mutation qui existe et elle est plus marquée dans la race noire. Elle est plus marquée au niveau de la population qui vit en Méditerranée, la population asiatique, indienne. Voilà. Et les Antillais en Amérique. Voilà. Et ça s'est répandu, en fait, dans le monde entier avec tout ce qu'il y a eu comme traite des Noirs. Les Noirs ont été déportés dans les pays du Nord, les pays en Amérique, en Europe, et ils ont répandu cette maladie. Mais elle est surtout une maladie de la race noire. D'accord. Docteur, alors, Tolobi pays français Mimi, je sais que c'est un peu compliqué là. Alors, les symptômes de cette maladie? Il y a essentiellement... À la cité, donc, la personne qui développe l'anémie SS, il a un problème avec ses os. Et ça va pas si, je sais pas. Vous êtes spécialiste, dites-nous quels sont les symptômes. En fait, il faut faire la différence. Ceux qui ont l'hémoglobine AS, ils ont une partie d'hémoglobine A, une partie d'hémoglobine S héritée des parents. Alors, eux, ils ont moins de signes, ils ont moins de symptômes. Ils peuvent faire quelquefois une anémie, surtout quand elle est enceinte. Quand la femme est enceinte, une femme AS. Donc, le AS aussi peuvent tomber facilement enceinte. Oui, c'est une personne normale. Jusqu'à concevoir. Oui, AS peut très bien concevoir sans problème. Mais s'il y a un problème, peut-être ça peut arriver qu'elle puisse avoir une anémie plus marquée qu'une femme qui est AA. Mais ils n'ont pas trop de problèmes comme Vous savez déjà que dans notre contexte actuel, quand une femme est AS, tu vas comme au Banga. Oui, on a au Banga dans le sens que il y a des risques. Il y a des risques. Il y a des risques d'anémie. Mais c'est question de contrôler, c'est question de surveiller. Il y a toujours des examens que l'on fait avant tout accouchement. D'accord. Chez une AS, il faut la surveiller, il faut faire des examens, vérifier son taux d'hémoglobine. S'il est bas, on le remonte, on la surveille. Mais chez les personnes SS, eux, ils ont des signes un peu plus marqués. Il y a essentiellement 3 signes qui ressortent. C'est l'anémie, ils font souvent de l'anémie à cause de la destruction du globule rouge. Leur globule rouge ne dure pas longtemps. Une personne normale a un globule rouge qui fait 120 jours, mais chez une personne SS, ça a une durée plus courte, 20 jours. Oui, ce qui fait que facilement, lui, ses globules rouges se détruisent d'une manière régulière, d'une manière rapide. Il est souvent anémique. Il a même une certaine anémie chronique, mais qu'il supporte à un certain niveau. Alors, il y a aussi, ils font facilement des infections. Du fait que leur rate n'est plus fonctionnelle. Parce que c'est cette rate-là qui doit former des anticorps pour défendre l'organisme. Mais cette rate est devenue dysfonctionnelle, étant donné qu'il y a ces globules rouges qui viennent massivement dans la rate, ils obstruent la rate. La rate a comme fonction non seulement de former, de synthétiser les molécules qui nous défendent, les anticorps, mais aussi de récupérer tout ce qu'il y a comme globules rouges
mal formés, anormales, des globules rouges qui ont déjà vieilli. On l'appelle même le cimetière de globules rouges. Donc lui, il récupère tous ces globules rouges, permet leur décomposition et on récupère les éléments essentiels qui se rentrent dans la circulation. Alors, avec cette rate qui est débordée, donc travaille plus que d'habitude, cette rate se trouve débordée, elle est bloquée, et même sur le plan des cellules de défense, la rate ne fonctionne plus comme il se doit, et une personne SS fait facilement des infections. D'accord. Oui. Alors, docteur, les personnes avec AS ou SS, comme vous le dites là, ils ont une durée de vie de combien de temps? Est-ce qu'il y a deux personnes qui ont 70 ans qui sont SS ou AS? Une durée de vie. Bon, il faut dire que dans ce domaine-là, en Europe, dans les pays occidentaux... Que ça a 20 ans, ça a 18 ans, voilà, il n'est plus. En Europe, ils ont des meilleures conditions, ils se surveillent, ils se contrôlent, ils ont mis sur place tout un système pour les aider, les prendre en charge. Ils vivent un peu plus longtemps, dans la cinquantaine, 60 ans, ils sont encore là. Mais ici, bon, les conditions ne le permettent pas. Il y a tout un suivi, toute une politique qu'il faut mettre en place. Mais de plus en plus, leur espérance de vie est quand même avancée. Avant, c'était 20 ans, 18 ans. Maintenant, ils peuvent aller jusqu'à 40 ans avec un traitement adéquat. Oui. Là, c'est AS ou SS? Les SS, nous parlons de SS. Les SS, voilà. Oui. Excusez-moi. Le SS, excusez, vont jusqu'à 40 ans. Oui, s'ils sont suivis, s'ils sont récupérés, s'ils sont pris en charge assez tôt. Oui. Alors, docteur, nous allons vite là avec les complications. Si la prise en charge n'est pas bonne, quelles sont les complications qui en découlent? Les complications sont multiples, pratiquement dans tous les organes, on peut avoir des complications parce que ça touche le sang. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une chose que j'allais ajouter par rapport aux signes cliniques, il y a les crises vaso-occlusives. Oui. Alors, ces crises vaso-occlusives se présentent comment? Ce globule rouge qui est fragile, qui meurt trop vite, sont nombreux. Ils vont s'agglutiner, ils vont se former une sorte de masse, ils vont obstruer les vaisseaux, les petits vaisseaux. Parce que pour que la cellule vive, pour que tes muscles fonctionnent, il faut que le sang circule. Ce sang doit passer par des vaisseaux. Et au fur et à mesure qu'ils approchent les organes cibles, les vaisseaux sont de plus en plus petits, qu'on appelle des capillaires. Or, à ce niveau-là, les vaisseaux sont petits et le globule normal se déforme. Il est élastique, il se déforme, il prend la forme du vaisseau qui est rétréci et il arrive à entrer dans ce petit vaisseau et alimente en oxygène les cellules. Mais en cas chez les SS, ils ont beaucoup de problèmes. Déjà, leurs vaisseaux se rétrécissent encore plus. Parce qu'il y a tout un processus de stress oxydatif, il y a le monoxyde d'azote qui est de moins en moins présent. Donc il y a une vasodilatation qui est déficiente. Donc ce sont des vaisseaux déjà rétrécis. Déjà avec les capillaires sont rétrécis, mais avec eux c'est encore plus rétréci. Et ce globule rouge déformé qui devient rigide, ce globule rouge rigide obstrue les petits vaisseaux. Ce qui fait que le sang n'arrive pas au niveau des cellules. Et il y a des problèmes au niveau du cerveau. Vous imaginez bien, un cerveau qui ne reçoit pas assez de sang, c'est des paralysies, c'est des hémiplégies, c'est des accidents vasculaires cérébraux, c'est le coma. Et ça, ce n'est que le cerveau. Si on descend plus bas, on a des complications au niveau du thorax, on a le syndrome thoracique aigu. Ils font souvent des pneumonies, ils font souvent de l'hypertension pulmonaire, ils ont des hypertensions artérielles. Au niveau des os, ils ont des fortes douleurs. Et avec le temps, ils font des nécroses des os. Donc les os se détruisent. Ils font facilement des fractures, facilement. Et ils ont des douleurs abdominaux, ils ont douleurs abdominales, ils ont des priapismes, ils ont des arthroses. Ils ont beaucoup de complications. Oui, ils ont beaucoup de complications, à tous les niveaux, puisque ça touche le sang. Oui. Or, le sang se trouve à tous les niveaux. Le sang doit circuler correctement. Puisque le sang ne circule plus correctement, ils ont des problèmes au niveau des yeux, ils font des hémorragies rétiniennes. Oui. En tout cas. Alors, docteur, on nous apprend souvent que pendant la période saison sèche, les personnes qui développent le SS, l'anémie SS, ont vraiment de sérieux problèmes à cause du froid. Est-ce que c'est vrai? Oui, ils ont des problèmes à cause du froid parce que quand il fait très froid, leur sang circule plus très bien et il y a un problème de polymérisation. Le globule se polymérise, il se déforme plus facilement dans une situation où il fait froid, dans un climat froid que dans un climat chaud. Mais même dans le climat où il fait très chaud, ils ont toujours des problèmes.
Mais on évite surtout de les mettre dans des circonstances où il y a moins d'oxygène. Par exemple, en altitude. Ce sont des gens qui ne peuvent pas facilement prendre un avion. Ok. Oui. Ce sont des gens qui peuvent... Il ne faut pas les mettre dans des conditions où il fait froid. Leur globule rouge ne supporte pas. Il y a un problème d'hypoxie, de polymérisation. Est-ce qu'ils peuvent travailler normalement comme toute personne? C'est-à-dire, vous avez un travail, vous vous levez le matin, vous y allez, il peut y revenir pendant une année. Maintenant, ça dépend de ce que la maladie a laissé comme séquelles, comme lésions. Parce que ce sont déjà des gens qui ont ce sont des malades qui ont des problèmes déjà de croissance. Oui, parfois ils ont un problème de croissance. Vous pouvez le voir, il a 20 ans, mais il a le corps d'un enfant de 15 ans. Ils ont des problèmes de croissance osseuse, ils ont un problème de stature pondérale, ils ne se grandissent pas bien, ils ont un problème de retard de puberté. Et même au niveau intellectuel, il peut avoir un retard d'apprentissage. Mais tout ça, ça dépend toujours de la manière dont on l'a suivi. Il faut toujours un suivi plutôt précoce pour que les signes ne se manifestent pas trop. Mais moi, je connais des cas où, ils étaient plutôt AS. Mais les SS, ils auront des problèmes à bien travailler parce qu'à tout moment, il y a des crises. À moindre situation, ils sont absents au travail. Ça crée un absentéisme au travail. Même s'ils travaillent, il ne pourra pas suivre correctement parce qu'il y aura toujours un problème d'absentéisme, un problème de malaise, un problème de douleur. Donc, c'est le genre de personne à qui, à moins qu'il fasse un travail personnel lui-même, il est son propre patron. Mais s'il doit travailler dans une société où on exige la compétence, ils auront beaucoup de mal à suivre. D'accord. Oui. Alors, docteur, là, on va partir du traitement à la prévention. Oui. Le traitement de ces personnes-là, ça se passe comment? Parce qu'on nous dit qu'ils sont tout le temps à l'hôpital. Ils sont tout le temps à l'hôpital à cause de l'anémie. Même quand vous allez à l'hôpital, vous voyez les dossiers des maladies drépanocytaires, c'est pratiquement comme un livre. Oui, il faut souvent les suivre régulièrement. Le traitement, c'est en rapport avec les signes cliniques. Ils font des infections, donc il faut régulièrement leur donner la pénicilline, il faut régulièrement leur donner des vitamines pour renforcer. Il faut leur donner la vitamine B9, B12, il faut donner du fer. Il faut souvent les transfusions. Il faut donner, comme je dis, des antibiotiques. Et par rapport à l'anémie, il faut donner les transfusions. Ils ne doivent pas descendre en deçà de 6-7 grammes. Donc à tout moment, ils sont transfusés? Pas à tout moment. Ils ont une sorte d'anémie chronique, mais qu'ils supportent, qu'ils tolèrent. Mais c'est toujours une anémie qu'il faut surveiller. Dès que ça baisse un peu, il faut toujours transfuser. Et ce sont des patients qu'on transfuse régulièrement. Oui, eux, ils sont vraiment habitués à la transfusion. Oui. Et à part les antibiotiques, les vitamines et la transfusion, il y a un traitement qu'on donne, qui est assez coûteux aussi, l'hydréa. C'est un traitement qui permet de stimuler l'hémoglobine fœtale. Donc, on réveille l'hémoglobine de leur enfant, quand ils étaient encore dans le ventre de leur mère. C'est une hémoglobine qui résiste à la déformation, à la polymérisation. Donc, c'est une hémoglobine qui ne se déforme pas et qui peut les aider. Ça ne se guérit pas totalement, mais ça les aide à se maintenir dans un niveau de vie normal. Alors, il y a aussi la greffe osseuse, mais qui est assez coûteuse. J'en ai entendu parler un peu ici. Je crois qu'ils ont commencé ça, mais c'est quelque chose d'assez coûteux que tout le monde ne pourra pas suivre. Mais en Europe, ça se fait assez régulièrement. Mais c'est assez coûteux. Et il y a d'autres traitements qui sont, qui font sujet de recherche. Oui, il y a surtout ce qu'on appelle la thérapie génique. Donc, on attaque plus au niveau des gènes. Ça, c'est vraiment dans la science plus spécialisée. Il y a des traitements qu'on donne, mais qui attaquent le gène. On obstrue le gène, on bloque le gène de l'hémoglobine S et on favorise le gène de l'hémoglobine fœtale. D'accord. Voilà. Alors, docteur, pour ceux qui présentent le AS, là, est-ce que le S peut, demain ou après-demain, se transformer en AA? Ou ils vivent avec ça toute Non, ça fait partie de leur identité. Ils vivent avec ça. Donc l'anémie ne se termine jamais. L'anémie ne se termine pas. Maintenant, il faut traiter. Avec la greffe osseuse, c'est possible, mais c'est assez coûteux. C'est le traitement curatif, au fait, c'est la greffe osseuse. Oui. D'accord. Alors, pour la prévention, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas avoir des enfants comme ça? On conseille toujours aux couples de faire ce qu'on appelle les tests prénuptiaux. Il faut se connaître. Il faut savoir que moi, je suis AS. Avant d'aller au mariage. Oui. D'accord. Moi, je suis AS, je ne peux pas épouser un SS.
Parce que là, j'ai 75% de chances de faire des SS. Bon, supposons que vous êtes AS, vous avez un mari qui est SS, vous aurez combien d'enfants qui auront A, par exemple? Si vous avez 4 enfants. Sur 4 enfants, vous en aurez un seul. Un seul. 3 autres seront SS, probablement. Ok. Et si vous épousez un AS, vous êtes AS, vous épousez un AS, vous avez 50%, donc c'est partagé. AS2, AA2, SS. On peut dire aujourd'hui que les gens qui sont SS ne peuvent pas se marier et avoir des enfants. On peut dire ça. Ils ont beaucoup de problèmes et psychologiques. En fait, ils peuvent se marier, mais s'abstenir d'avoir des enfants. Peut-être ça. Ils se marient. Parce que vous avez dit que chacun de nous a un A, un S. Non, chacun de nous est AA. Oui. Donc, c'est-à-dire, si vous avez un A, vous avez un mari qui est SS, c'est fort probable de faire des enfants SS. Oui. Non, là, vous ferez des AS. Parce que, au fait, le gène S, l'anomalie de l'hémoglobine S est récessif. Ça veut dire il n'est pas dominant, il ne s'exprime pas s'il est en face d'une personne normale. Ok. Mais il reste dans ton corps, il est là, il est présent. Alors, il suffit que tu épouses quelqu'un qui te ressemble, et là, il ressort. Donc, pour qu'un SS vienne au monde, nécessairement qu'il y a eu le S du père, le S de la mère, qui ont formé le SS. D'accord. Mais si le père est AA, la mère est AS, et la mère est AS, il y aura des AA, il y aura 25% de chance ou de probabilité qu'il y ait un AS. Au fait, docteur, à supposer, vous êtes un médecin, à supposer qu'il y a des gens qui se marient, qui n'ont pas fait ce test, on appelle comment déjà le texte pour... Les tests pour... Prénuptiaux. Alors, précisément, on parle d'un test électrophorèse, voilà. Alors, vous n'avez pas fait l'électrophorèse, vous êtes AS et l'autre AS, ça arrive que vous avez déjà 2 enfants qui sont dans les situations de SS là. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous conseillez au couple? Les enfants sont déjà là. Il faut porter la croix. Porter la croix ou il faut porter la croix. Non, séparation. Parce qu'il y a des familles qui disent non, vous allez continuer à avoir des enfants. Est-ce comment? Pour préserver beaucoup d'arabanate, c'est ce qu'on dit souvent. Là, en tant que médecin, qu'est-ce que vous conseillez? Je ne suis pas conseiller matrimonial. Bon, ça que je peux conseiller, c'est, en tout cas, quand l'enfant est déjà là, vous le prenez en charge. Il y a des traitements pour ça qui vont l'aider à vivre une vie plus ou moins normale. Mais vous allez leur dire d'arrêter d'avoir des enfants, c'est ça? C'est difficile de conseiller ce genre de choses. Mais normalement, il devrait arrêter. Mais tu vois, toutes ces choses, ça ne dépend pas trop de l'être humain. C'est vraiment le hasard. La façon dont les enfants se forment. Ça, c'est nous qui disons qu'il y a 25% de probabilités. Ce sont des probabilités. Mais vous pouvez aussi avoir des enfants qui, la chance ou Dieu, je ne sais pas, finalement, vous avez que des AA, c'est possible, mais c'est assez rare. C'est assez rare. Souvent, la nature prend le dessus. Vous aurez des SS aussi. Et vous aurez à les suivre. Ok. Alors, docteur, vous avez parlé de la prise en charge, mais quand une femme qui est drépanocytaire, qui est enceinte, comment vous faites? Parce que le AS, si elle est drépanocytaire SS, vraiment, qui se retrouve enceinte, ça se passe comment? Ce sont des situations assez dramatiques parce que souvent ce sont des femmes qui ne... Déjà, elle est anémique. Donc, vous allez vraiment prendre en charge son anémie. Et avec l'enfant? Et des infections. Elle est déjà infectée, elle fait souvent des infections. Et déjà, avec la grossesse, il y a déjà régression de l'immunité. La femme enceinte, déjà, n'a pas une immunité qui est régressive. Alors, quand vous êtes en plus SS, donc votre immunité régresse encore 2 fois. Donc, ce sont des femmes qui risquent de faire des morts-nés, des avortements. Et même si elle arrive à accoucher, elle peut même mourir sur le lit d'accouchement à cause de l'hémorragie. D'accord. Parce que déjà, la femme enceinte saigne. Naturellement, elle saigne. Donc, déjà, elle est anémique. Donc, ce sont des femmes qu'il faut vraiment suivre de très près. Très près. Mais c'est trop de risques. Oui, c'est avec beaucoup de... Ce sont des femmes qu'il faut vraiment beaucoup suivre et ça c'est assez coûteux aussi. Ok. Alors, docteur, nous sommes en train de chuter. Quel conseil vous pouvez donner ce soir aux jeunes couples qui se disent que demain, on va se marier, on aura des enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la prévention de cette maladie? Comme prévention, comme je l'avais dit, c'est toujours de faire les tests. Mais souvent, les gens
ne le font pas. Peut-être qu'ils sont pressés, peut-être qu'ils ne... Non, je te regarde, je vois que non, toi tu es bien, toi tu ne peux pas être AS. Peut-être moi je suis pas bien, je suis peut-être AS. C'est quand on va se marier, on doit se rendre compte qu'on a un enfant qui n'est... J'ai déjà vu un cas comme ça. J'ai déjà vu un cas tout le temps vous êtes à l'hôpital. J'ai déjà vu un cas comme ça, ils ne savaient pas. Mais quand ils se sont mariés, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un enfant qui avait ce problème-là. Et bon, je crois qu'ils ont dû surmonter la situation. Mais c'est pénible. Parce que l'enfant n'était pas un enfant normal. Il avait aussi un déficit mental. Oui. Et tout ça, c'est toujours des problèmes au niveau des familles. Qui est responsable? On cherche qui est accusé. Bon, quand l'enfant est déjà là, vous allez vraiment vous battre. Manifester surtout l'amour. Moi, je crois que c'est tout ça. Un enfant, il vit bien, même s'il a un problème mental, mais d'abord l'entourer d'amour. D'accord. Oui, alors, docteur, quand vous demandez aux gens de faire le test prénuptiaux, il faut le faire quand? Quand vous êtes de fiancés ou quand on a déjà donné la dot? Parce que c'est compliqué, là. On le fait souvent quand vous dites que dans quelques mois, 2 ou 3 mois qui nous restent, nous allons nous marier, il y aura le mariage religieux, tout ça. Comment on fait? Il faut le faire quand exactement, ces tests prénuptiaux? L'idée, c'est de le faire quand vous avez pris la décision que vous allez vous marier. Et déjà, quand vous voyez des signes, déjà quand vous voyez que non, cette personne peut avoir des problèmes de santé. Vous allez le voir comment, docteur, les AS là. Mais s'il y a des problèmes de AS, il faut le faire dès que vous prenez conscience que vous voulez vous marier, vous voulez vous engager dans quelque chose de sérieux. Alors vous vous entendez. De la même manière qu'on s'entend de faire le programme du mariage, de la même manière qu'on prend aussi le temps d'aller faire des tests prénuptiaux. L'idéal, c'est de le faire avant que l'amour ne soit vraiment, puisse vraiment vous emballer. Parce que dès qu'on s'aime trop, c'est difficile de se séparer. Okay. Il y en a qui ont refusé, qui ont dit non, moi je l'aime et puis je veux le supporter comme ça. Mais après, la suite, c'est pour la vie. Pour la vie. Alors vraiment, moi je pense qu'il faut vraiment faire un pas en arrière, bien réfléchir, rester lucide, faire ces examens-là. Du moment que vous avez décidé de faire le pas, non, nous avons décidé de faire le pas, mais nous ne connaissons pas tout l'un de l'autre. Il ne faut pas attendre la prédote ou la dot. Non. Déjà, la prédote, c'est le mariage. Donc, vous savez que vous allez vers le mariage. Avant tout ça, faites déjà vos examens. C'est pour votre bien. C'est un peu douloureux, mais c'est pour votre bien. Et si vous constatez que vous vous aimez malgré tout ça, il y en a qui ont dit que non, nous nous aimons et puis Dieu va faire. Et alors, s'ils se disent qu'on ne va pas avoir d'enfants, on se marie seulement. Oui, c'est votre choix. Moi, je crois que le mariage, c'est d'abord le consentement de 2 personnes. Les autres viennent accompagner et assister. Voilà. Un dernier mot, docteur, nous sommes à la fin. Oui. Un dernier mot pour nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Oui. Mon souci, ma préoccupation, c'est que les familles, d'abord au niveau des familles, il faut aider ces gens. Ils ont des problèmes à tous les niveaux, même pour se prendre en charge. Ils ont des problèmes à tous les niveaux, mais ils sont presque abandonnés à eux-mêmes. Souvent, ils vivent dans une situation assez précaire. Ça, c'est au niveau des familles. Au niveau de l'État, c'est une maladie génétique qui n'est pas prévisible ou qui n'est pas toujours prévisible. Et l'État, normalement, doit mettre en place des subventions, des traitements pratiquement gratuits pour ces enfants. Alors, il y a un centre à Mabanga, au centre Mabanga, qui aide un peu ces enfants. Mais moi, j'en ai vu un qui mendiait carrément dans un bus. Il expliquait comment est-ce que, surtout quand il fait froid, ils ont des douleurs osseuses. C'est difficile, c'est dur. Ils n'arrivent pas à se nourrir. Quand quelqu'un a des douleurs, comment il va travailler? Vraiment. Comment il va se mettre dans la rue pour vendre comme tous les jeunes font pour se débrouiller? C'est vraiment compliqué. Donc, ce sont des enfants, ce sont des jeunes gens qu'il faut vraiment... il faut vraiment organiser. Il faut vraiment organiser toute une structure pour les prendre en charge. Les Européens, eux, ils ont des mutuelles. Les familles, ils rassemblent les familles, ils ont des subventions, ils ont des traitements qu'on leur donne gratuitement. Si l'hydréa, ne fût-ce que l'hydréa, peut-être la greffe osseuse est coûteuse, mais si on pouvait arriver à amener le niveau du traitement à l'hydréa à un niveau tel qu'il soit gratuit pour tous les... Comme l'insuline, comme on dit. Oui. Alors, ce serait comme l'insuline qu'on donne dans les hôpitaux diabétiques. Je crois que ça va beaucoup nous aider. C'est une population qui peut être active
Mais je crois qu'il faut les soutenir parce que quand ils ne travaillent pas, ils deviennent une charge pour les autres, pour le peuple, Merci beaucoup, docteur Agnès Ntumba. Je rappelle, vous êtes médecin traitant à la maternité de Kintambo. Oui. Je suis sûre que vous recevez beaucoup de cas de ces gens quand vous êtes à la maternité. Merci, je sais que ce n'est pas la première et la dernière fois d'être venu chez nous. Okay. Vous allez y revenir pour parler sur d'autres sujets. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Parole aux médecins qui a reçu pour vous le docteur Agnès Ntumba et nous avons parlé de la drépanocytose. On se retrouve alors comme ça très prochainement avec un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien.